problème de la thérapie en général et de la thérapie qu'on appelle ethnopsychiatrie. Donc c'est une discipline qui a été fondée par quelqu'un qui s'appelle Georges Devreux dans les années 60. Et en fait, c'est une thérapie qui tient compte des cultures, des langues, des civilisations, et donc qui permet de soigner les personnes en tenant compte de leur background culturel, du monde où ils sont venus, du monde où ils ont été fabriqués. Comment voyez-vous votre réussite? Comment je vois ma réussite, c'est ça la question, Alain? Exactement. Donc la réussite aujourd'hui avec le mouvement, avec le mélange interplanétaire entre les cultures, entre les mondes, les mariages mixtes, les migrations multiformes, l'ethnopsychiatrie devient de plus en plus une discipline indispensable. Donc en fait, le succès que j'ai au niveau du travail thérapeutique est énorme en ce moment parce que c'est demandé par toutes les professions, y compris pas seulement en thérapie, mais un juge pour juger, il a besoin de connaître d'où vient quelqu'un pour sanctionner, pour savoir quelle est la valeur de son acte, de sa transgression, etc. Au niveau de l'éducation, les maîtres, les professeurs ont des problèmes avec les enfants d'origine étrangère, donc ils ont besoin de connaître leur monde, leur culture et comment agir pour mieux transmettre. Donc il y a la justice, il y a l'éducation, il y a la santé évidemment, entre mes chefs dans laquelle je travaille. Et d'où viennent vos inspirations? Mes inspirations, elles viennent à la fois, moi je suis d'origine donc algérienne, je viens de Kabylie, j'ai vécu en Oranie, dans mon enfance, et jusqu'au moment où je suis arrivé en France il y a 35 ans. Donc mes inspirations viennent de toutes ces cultures, de toutes ces sagesses, de tous les gens que j'ai fréquentés, à la fois les profs, les paysans, les sages de nos villages, de nos villes, la sagesse paysanne, donc à la fois les mythes, les aspects religieux, les contes, les récits. Donc c'est de tout ça que je tiens. Quelle est la différence entre une thérapie de groupe et une thérapie individuelle? Alors entre une thérapie individuelle et une thérapie de groupe, il y a la thérapie familiale qui est une thérapie de groupe, mais de groupe restreint. Donc la thérapie individuelle, c'est en colloque, on est à deux, c'est plus elle. Elle est plus difficile qu'une thérapie familiale ou une thérapie de groupe, parce qu'en fait, c'est la raison du patient avec la raison du thérapeute. Donc il peut y avoir des difficultés, des incompréhensions, des malentendus, et puis on ne sait que ce que dit le patient lui-même, alors que quand on est en thérapie de groupe, la mère parle du patient en question, le père en parle, la fratrie, donc on a une multitude de témoignages et de vérités. Et donc l'action thérapeutique sur la famille est beaucoup plus forte, parce que tout le monde va en bénéficier, tandis que la thérapie individuelle est un peu plus difficile et un peu plus longue. Alors il y a les thérapies de groupe aussi, proprement dites, où j'interviens en faisant des groupes de parole. Alors tout dépend, c'est parfois des groupes uniquement de femmes, de telle culture, des fois c'est un groupe mélangé de telle et telle culture, parfois c'est des groupes de jeunes dans telle ou telle école qui ont des difficultés, parfois c'est des groupes interreligieux entre plusieurs religions, parce qu'il y a des problèmes dans un quartier. Donc j'ai beaucoup travaillé dans des groupes de parole qui ont des effets thérapeutiques. Ce n'est pas des groupes directement thérapeutiques, mais c'est des groupes de parole avec des effets thérapeutiques assez importants. Donc, en parlant des mariages mixtes, quels sont les problèmes de ces mariages mixtes? Les problèmes, les gens viennent quand il y a problème, mais par rapport aux enfants, des fois. Donc après, on voit que l'enfant a des difficultés par rapport à son appartenance. Est-ce qu'il appartient à la lignée de sa mère? Est-ce qu'il appartient à la lignée de son père? Est-ce qu'il appartient à quelle lignée? À quelle culture? Quelle transmission? Donc les enfants sont parfois perdus, comme si c'était des enfants adoptés. Ils sont perdus entre deux lignées. Imaginons un mariage d'une juive où l'enfant appartient à la lignée de sa mère dans la culture juive, avec un chrétien éventuellement, où l'enfant appartient évidemment à la lignée de son père. Alors l'enfant se trouve à l'intersection de deux contraintes, de deux systèmes de parenté. Ça, c'est une difficulté. Les enfants se cherchent, ils se posent des questions, etc. Des fois, les difficultés viennent du couple lui-même. Donc c'est un des deux qui vient demander une thérapie. Donc au départ,
normal, comme on dit en Algérie. Ensuite, il s'avère, quand je leur pose des questions, ah, moi je suis du Liban, la femme va dire par exemple, toi qui aimes bien le Liban, moi je viens du Liban, et l'homme il va dire, ah ben moi je suis d'ici, je viens du nord de la France. Donc à un moment donné, il y a des malentendus dans le couple autour des valeurs, en fait, autour des valeurs, la valeur de la fidélité, la valeur de ce que c'est que l'hygiène, la valeur de si on doit manger les mêmes aliments, si l'un est musulman, l'autre chrétien par exemple, et des conflits autour des divinités. Une fois quelqu'un m'a dit, voilà, je soupçonne ma femme, c'était sa fiancée, c'était pas encore sa femme, de faire ceci, faire cela. Et à un moment donné, lui il est africain, donc d'une ethnie d'Afrique. Elle est juive. Et la dame juive, elle me dit, je ne sais comment lui dire la vérité parce que je lui dis, mais il ne me croit pas. Et à ce moment-là, je dis, oui, tu es juré par rapport à quelle divinité? Hein? Et elle dit, oui, exactement, je jure sur qu'elle, parce qu'il ne croit pas à la même divinité. Donc même si je jure, ça n'a pas de valeur. Donc, dans un milieu où l'enfant est migrant, se sent rejeté par rapport à l'éducation de ses parents. Comment cela se passe-t-il? Oui, l'enfant de migrant, de toute façon, il est entre deux mondes. Il est entre le monde de la culture de son monde à lui d'origine, intramuros, la maison, et puis quand il sort dehors, il a affaire à un autre monde, le monde de la rue, mais aussi celui de l'école. Donc, il va intérioriser des valeurs différentes. À un moment donné, au départ, il se dédouble. Dès qu'il sort, il traverse le seuil de la porte, il devient un petit Français. Et quand il rentre chez lui, il redevient un petit Algérien, un petit Arabe, un petit Tamoul ou un petit Wolof. Et quand il sort, il redevient un Français. Donc cette façon de faire comment dire, ne pose pas de problème jusqu'à l'adolescence. À l'adolescence, il faut qu'il devienne un. Il faut qu'il sorte de ce dédoublement. C'est là que les problèmes se posent entre l'enfant, ses parents et la société d'accueil. Diagnostic, on va dire que quelqu'un est embouté, on va dire que quelqu'un a été ensorcelé, on va dire que quelqu'un est possédé, si on se réfère à des cultures des pays du Sud, comme les cultures nord-africaines ou africaines. Et ici, on va dire qu'il est paranoïaque, il est hystérique, il est mythomane, il a une névrose traumatique, etc. Tout le problème, c'est qu'une science, les sciences d'ici, la science psychiatrique, proprement psychiatrique, elle pose un diagnostic, mais qui ne correspond pas au diagnostic qui est posé par la culture sur un patient. Donc moi, je suis celui qui fait le lien entre deux mondes. Je leur dis, voilà ce que dit la psychiatrie ou la psychologie sur votre cas. Donc j'explicite et j'explique. Je dis, voilà comment on pense ici. Mais vous, comment vous pensez là-bas? Qu'est-ce qu'on vous a dit, etc. Ici, on ne lui a rien dit. J'ai des co-thérapeutes qui vont dire, chez nous, aux Antilles, quand il y a un symptôme comme ça, on dit que le patient a subi ceci, cela. Et donc moi, je suis chargé de faire le lien de telle sorte qu'il puisse à la fois se soigner ici et se soigner chez lui. Donc du coup, il bénéficie d'une double prise en charge thérapeutique. Quelles sont les difficultés que vous trouviez dans votre domaine? Les difficultés que je trouve par rapport aux patients, aux institutions. Institutions aussi. Institutions. En général. En général, on va dire en France. Ouais. En France, la personne est censée n'appartenir qu'à elle-même. On dit c'est un individu, un citoyen, une personne qui ne s'appartient qu'à lui. Son corps lui appartient, sa sexualité lui appartient, sa pudeur lui appartient. Tandis que dans les autres cultures, évidemment, on ne s'appartient pas qu'à soi-même, on appartient à un groupe. Donc la difficulté en France, c'est que les institutions postulent qu'un individu n'a pas d'attache. Son monde, il est à l'intérieur de lui. Il n'a pas de monde à l'extérieur. Donc moi, ce que je fais, je tiens compte à la fois du monde intérieur, mais je réactive les liens avec le monde extérieur. Supposons, je vais voir, une fois j'avais reçu des jumeaux, un enfant qui, on disait qu'il s'est arrêté d'étudier à l'école à un moment donné. Je dis, mais cet enfant, comment il s'appelle? On dit, il s'appelle Hassan. Ah, je dis, donc c'est en africain, en sénégalais, on dit l'enseigné. Je lui dis, donc il a un frère? Il dit, oui. Ah, il me dit, c'est vrai, il a arrêté d'étudier au moment où on les a séparés.
Donc à ce moment-là, je dis, qu'est-ce qu'on fait chez vous qu'est-ce qu'on fait pour les jumeaux, pour qu'on puisse les séparer tout en étant ensemble. Donc je préconise, je leur demande d'appeler leur père, leur mère, leurs oncles, pour qu'ils leur disent ce qu'il faut faire pour les jumeaux. Donc les difficultés, en fait, c'est des difficultés des psys d'ici, des instituteurs d'ici, enfin, dans le monde de l'éducation, le monde de la santé, le monde de la justice. On ne travaille que sur la personne, on ne travaille pas sur le groupe, on ne travaille pas sur la famille. Et moi, je travaille sur le groupe, sur la famille, sur les cultures. C'est ça la difficulté. Quand j'interviens dans une institution, c'est important que ceux qui me reçoivent, qui veulent être aidés dans leur travail, connaissent un peu la façon dont je travaille, c'est-à-dire où je fais intervenir le groupe et pas seulement la personne toute seule. C'est-à-dire, comment voyez-vous la femme soit algérienne en France ou algérienne en Algérie? Exactement. Ça se réfère exactement à cette problématique qui est encore beaucoup plus difficile pour elle. Parce qu'à un moment donné, quand elle naît, par rapport à la femme au Maghreb, en Afrique du Nord, ses parents, ils l'instruisent, ils l'éduquent comme si c'était un garçon. Elle est totalement libre, elle fait ce qu'elle veut. Et si elle est dans l'immigration, on a envie qu'elle aille le plus loin possible. On ne lui enseigne pas forcément sa culture pour dire il faut qu'elle réussisse à l'école, c'est pas la peine de... Et puis dès qu'elle arrive à l'adolescence, hop, commence à se former, la sexualité intervient, le corps se transforme, ça y est, c'est une jeune fille. Et à ce moment-là tombent tous les interdits culturels, les entraves, l'enfermement. C'est là la difficulté pour la femme, parce que quand elle est petite fille, on lui donne l'impression qu'elle est aussi libre que les autres. Arrive l'adolescence, alors que l'homme à l'adolescence, pour ce qui concerne l'Afrique du Nord, quand il fait des bêtises, on dit c'est un homme, il fait ses armes, voilà, même s'il est arrêté par la police, il n'y a rien de honteux, on va même lui rendre visite en prison, quand il sort, on le fait. Alors qu'une fille, quand elle arrive à cet âge, si elle fait la moindre bêtise, c'est une difficulté majeure d'intervenir sur la famille. Pourquoi? Parce que la femme, dans la culture d'origine, représente le deux dons, le harma, nif comme on dit, nif, le harma, le sacré, le point d'honneur, enfin l'honneur lui-même représente l'honneur, le deux dons, alors que l'homme est chargé de veiller sur cette harma de la femme de l'extérieur. Ça s'appelle le point d'honneur. Ça, c'est le nif, le point d'honneur. Donc toutes les difficultés, qu'elles soient en France, qu'elles s'expriment en France ou en Afrique du Nord, c'est autour de ces valeurs, de l'honneur, du point d'honneur, de la pudeur, et évidemment de la sexualité, du mariage, etc. Pour vous, en tant que thérapeute, quelle est la différence entre les cultures et la religion? La différence entre la culture et la religion, c'est que la culture elle est faite pour s'enraciner dans un groupe particulier, avec son système de parenté, son système d'alliance, son système de filiation, son système culinaire, etc. La religion, elle est faite pour avoir des ailes, en quelque sorte. C'est faite pour relier les groupes entre eux. La religion, notamment la religion monothéiste, le judaïsme et surtout le christianisme et l'islam, c'est des religions universelles. Elles sont faites pour relier les gens entre eux, pour les inspirer, les relier et les ouvrir. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les cultures sont en train sont entamées par la civilisation technicienne, par tout ce qui vient de l'extérieur. Donc les cultures sont en train de se dégrader et les gens ont tendance à remplacer la culture directement par la religion. Et donc du coup une religion qui va prendre les allures d'une culture locale, donc qui crée de l'enfermement, qui crée de l'emprisonnement, de l'enfermement, à la recherche de certitude, alors que précisément la religion est faite pour dépasser ces certitudes et s'ouvrir à l'universel, au doute, à l'interrogation, à la recherche infinie, et puis devenir le plus humain possible. Donc là, pour résumer ce que j'ai dit,
La culture, elle est faite pour s'enraciner dans un temps donné, un lieu donné, dans un groupe donné. La religion, elle est faite pour s'ouvrir au reste de l'humanité. Donc, si on parle de vos projets, quels sont vos projets actuels? Donc, les projets actuels, je travaille déjà beaucoup en France dans la formation. Je vais continuer à le faire, mais j'ai des projets pour éventuellement les pays du Sud, comme l'Algérie, d'où je suis originaire. Mais là, pour que ces projets prennent forme, il faudrait, évidemment, je lance un appel, il faudrait que je sois invité, parce que j'ai été lors du colloque l'année dernière, organisé par la Zaouïa de Mostaganem, avec le chef Bentounes sur le féminin, la femme et le féminin. Et puis voilà, c'est une parenthèse. Et là, j'ai vu que les femmes, les hommes, les jeunes m'avaient interpellé en disant il faudrait bien que tu viennes un jour ouvrir des groupes ici, nous former, etc. Et là, je ne peux pas y aller tout seul comme ça sans... Il faudrait qu'il y ait des invitations et qu'on commence à former le plus de psychiatres, de psychologues, d'éducateurs et de tous ceux qui interviennent à la fois sur les jeunes et dans les problématiques de quartier, pour les former à cette approche ethno-psychanalytique ou ethno-psychiatrique. Donc voilà, l'appel est lancé. Mon vœu, c'est de créer un jour au moins un groupe de parole là-bas et de lancer un début de formation pour résoudre les problématiques actuelles qui sont très très complexes. Moi, je vous dis merci de nous avoir répondu sur toutes les questions et à bientôt. Merci à toi, Amal. À bientôt.